Vous êtes sur la Panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Croissance Verte. Au sud de la Côte d'Ivoire, là où la mer avance un peu plus, chaque année, une petite école a choisi de résister. À Modeste, élèves, enseignants et acteurs du développement durable ne se contentent plus de planter des arbres, ils érigent un véritable bouclier vert contre le changement climatique. Et pour comprendre la portée de cette initiative, nous recevons aujourd'hui Monsieur Bachirou Gueye. Vous êtes ethnobotaniste. Merci d'avoir répondu à l'invitation de médias. Merci, tout le bonheur est pour moi. Nous allons justement vous retrouver en deuxième partie d'émission. Monsieur Gueye, le temps pour nous de regarder ce reportage signé Ange Wilfried, Sirmi Boukaka et Cherndao. Dans cette partie du sud ivoirien, la mer avance inexorablement, grignotant peu à peu les côtes. Nous sommes à Bassam. Ici, l'érosion côtière ronge les terres, la chaleur étouffe l'air et le climat n'arrange guère les enfants qui étudient sous un soleil impitoyable. Mais au cœur de l'école primaire Modeste, une oasis verte apporte un vent apaisant. Des arbres plantés il y a 2 ans dressent fièrement leurs branches, offrant ombre et espoir. Aujourd'hui, nous entrons dans ce havre de résilience. Il y a 2 ans, dans la cour poussiéreuse de cette école, un geste simple a sémé les graines d'un changement profond. Sous un ciel azur, Peter nous guide au milieu de ces sentinelles vertes et l'émotion est palpable. La joie illumine son visage alors qu'il contemple l'évolution. Ces plants qui n'étaient que des fragiles bébés sont devenus des adolescents vigoureux. Vous pouvez voir tout autour de moi ou derrière moi, dans un endroit où on a planté des arbres. Ça, c'est le tout premier projet, le tout premier projet de planting d'arbres qu'on a eu au niveau de l'école de Modeste. Il y a de cela 2 ans, 2 ans en arrière, qu'on a eu à réaliser ce projet-là. Aujourd'hui, c'est avec joie que nous constatons l'évolution des plans de tech que nous avons eus. Au sud de la Côte d'Ivoire, le changement climatique est un adverse redoutable. Ces arbres ne sont pas seulement décoratifs. Ils créent des abris ombragés pour les élèves, les protégeant de la chaleur accablante. Et plus encore, ils captent le carbone. Ce gaz invisible réchauffe la planète, transformant l'école en un poumon vert contre les effets néfastes dus au changement climatique. En plus d'être vice-président du CDDCI, Peter est aussi chargé du suivi et de l'évaluation de ce projet. Il nous faut dans l'école ou dans les écoles du Sud des abris qui vont servir d'ombrage aux élèves. Et puis les arbres aussi contribuent à capter le carbone qui est émis dans l'air. Donc voici un peu plus comment nous travaillons. C'est le résultat d'une activité. Et lorsque nous voyons ce résultat-là, en même temps, nous-mêmes nous sommes satisfaits et les partenaires également qui nous accompagnent dans la réalisation des projets également sont satisfaits. Parce que c'est bon de faire les projets, mais aussi c'est bon d'avoir de bons résultats. On n'a pas toujours de bons résultats comme on le souhaite, mais ici, au niveau de Modeste, on a un très bon résultat et on est vraiment fiers. Et à chaque fois qu'on passe à Modeste, quand on va à Bassam, on est obligé de faire escale pour venir au moins prendre 1 ou 2 photos, saluer les enseignants, saluer les élèves, parce qu'on a ici quelque chose de concret. Cet abri n'est pas qu'un refuge, c'est le berceau d'une initiation à l'agroforesterie où la forêt et l'agriculture s'entrelacent sans se détruire si l'on en croit l'expert. Depuis plus d'1 an, le projet Une école durable, comme enseignants et élèves, a créé des forêts de culture hors sol en plaidoyer contre la crise climatique. Aujourd'hui, la phase finale se résume sur la culture au sol, ou plutôt hors sol, pour contrer les gaz à effet de serre issus de l'agriculture destructrice. Pas de déforestation ici, juste des fibres de coco, des récipients recyclables et recyclés,
Des nutriments sans pesticides, moins d'eau et zéro ruissellement polluant. Cette intelligence verte protège la terre tout en nourrissant l'avenir. Bienvenue sous notre abri d'initiation à la pratique de la culture au sol. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, nous sommes en phase expérimentale. C'est une initiation. Nous avons quelques plans qui sont en train d'évoluer. Nous avons commencé déjà par la pépinière. Ensuite, quand nous avons vu que les graines ont commencé à germer, nous les avons répiqués dans les différents récipients que nous avons ici. Donc ici, nous avons sous nos yeux déjà, ça c'est le piment, voilà, que nous avons ici. Ici, on a l'aubergine, on a la tomate ici. Voilà, un peu plus loin, on a la laitue, communément appelée la salade. Et juste à côté, on a les concombres. Voilà, donc voici un peu la composition de notre culture au sol, ici au niveau de l'école de Modeste. Prendre de belles initiatives pour protéger l'environnement et inculquer de bonnes valeurs aux enfants sont entre autres des défis que relèvent les enseignants. Sinan est responsable de cette école. C'est vrai que c'est juste modeste, mais néanmoins, ça apporte un plus. Plus au niveau, comme je l'ai dit, pécuniaire ou bien financier, plus au niveau expérimental ou expérience, plus dans la formation. Et même que je dirais, ça facilitera la compréhension à nos enfants. Quand on va aborder les leçons, surtout concernant les plantes, et puis les éléments, les constituants que chaque plante a en son sein. Les enseignants sont des modèles au sein des établissements. Ils sont disponibles pour transmettre leur savoir aux élèves. Ces derniers coordonnent le suivi. Avec eux, l'ONG forme les élèves, futures générations, à des valeurs environnementales. Ici, l'environnement n'est pas un concept abstrait. Les élèves explorent de manière concrète la vie des plantes, notamment leur respiration, leur alimentation et leurs mécanismes de survie. Comme dans toutes les écoles, nous voulons vraiment féliciter les enseignants qui acceptent le projet. Quand nous arrivons, ils seront disponibles pour nous accompagner. Voilà, quand nous ne sommes pas là, ça est à la charge des enseignants. C'est eux qui coordonnent tout ce qu'il y a comme suivi et nous venons par moment pour les assister à ce qu'il faut pour que le projet puisse aboutir. C'est avec les enseignants qu'on travaille pour former les élèves. Pour nous, les élèves sont la future génération. Donc déjà, à leur âge, à leur niveau, il faut les inculquer des valeurs environnementales. Déjà même depuis le CE1, on apprend aux enfants les différentes parties du plant, c'est-à-dire à connaître ce que c'est que la plante. Identifier les parties, ses avantages, qu'est-ce que la plante nous procure, est-ce que la plante vit, comment elle vit, tout ça nous leur apprenons. Et ça continue. Si on reste dans le domaine de la science comme ça continue même jusqu'au CM2. Ce sont des choses que nous voyons de façon, on dirait, théorique. On a commencé avec des plantings d'arbres. Aujourd'hui, on a en phase d'expérimentation. Je dirais, comment ça s'appelle, un jardin sous serre. Et pouvoir appliquer, pour voir est-ce que les enfants ont bien appris ou bien compris ce que nous avons appris théoriquement. Démontrer à ce niveau-là pour voir si vraiment nous sommes dans la voie et puis pour que à l'avenir, ça leur serve de leçon ou bien d'expérience. Techniciens et entreprises guides. Coco au lieu de terre, engrais liquides biologiques pour booster la croissance. Et cette astuce est une barrique de 200 litres qui suffit pour des semaines afin d'éviter le gaspillage. Pour faire la culture au sol, nous faisons accompagner par des techniciens. Pour ce qui nous a été recommandé, il y a un élément, on a dit culture au sol, ce n'est pas de la terre, mais c'est du coco. Voilà, les fibres de coco qui ont été transformées pour nous servir de support pour planter nos cultures. On a également utilisé les caoutchoucs et puis les sachets que vous voyez pour remplacer le sol. Voilà, c'est pourquoi on a appelé ça culture au sol. Il nous a été recommandé aussi d'utiliser des produits, mais pas des pesticides.
voilà, des produits pour mélanger avec de l'eau, qu'on appelait l'engrais, engrais A, engrais B, avec lequel on mélange avec de l'eau pour arroser. C'est en quelque sorte un nutriment pour aider la plante à vite se développer. Et puis ce qui fait la particularité des cultures hors sol, on utilise moins d'eau. Personnellement, moi, je pense que c'est aussi une expérience, tout comme mes élèves, parce que je n'ai jamais essayé la culture hors sol. C'est ma première fois de voir de façon, je dirais, physique, de façon pragmatique, la culture hors sol, et puis de m'y mettre pour que j'apprenne davantage. On ne sait jamais. Demain, je peux être, comme j'ai suggéré aux enfants, de le faire chez eux. Moi, si je peux le faire chez moi, ça m'éviterait d'aller acheter, j'ai dit n'importe quoi, une boule de tomate, parce qu'aujourd'hui, je vais manger de la crudité. J'ai les gains sur place, et puis c'est du bio. Ce projet nourrit plus que des plantes. Il alimente les cantines scolaires avec tomates, piments et aubergines. Selon ce responsable, cette démarche est un plaidoyer direct au ministère de l'Éducation pour généraliser ces cultures hors sol. Voilà, nous, en faisant ce projet, c'est vrai que nous sommes à la phase d'initiation, mais on se dit que pour une école ivoirienne durable, il y a des éléments à prendre en compte. Voilà. Et l'un des éléments à prendre en compte, c'est la vie des cantines scolaires. Et en faisant ce projet, on espère que les produits qui seront récoltés ici directement vont servir à approvisionner la cantine. C'est possible de faire des cultures hors sol dans les écoles, les confier aux enseignants et aux élèves en vue d'approvisionner toutes les cantines qui seront dans les établissements scolaires. Bientôt, nous allons entrer en production. Ça apportera un élément, un petit plus à ce que nous allons produire, je vais dire, pour la consommation de nos enfants. Puisque quand ça va entrer en production, ce n'est pas pour commercialiser. Ce sera une économie pour la cantine. Au lieu d'aller acheter les piments que nous voyons, si nous produisons sur place, c'est un gain. Nous-mêmes produisons, nous consommons du moins ce que nous produisons. Ce projet brise les chaînes du passé. Plus besoin de brûler la forêt pour cultiver. Avec des pots recyclés, on invente un avenir sans destruction. Nous travaillons à notre niveau à lutter contre les effets des changements climatiques. Nous, ici, en faisant les cultures hors sol, déjà, il faut savoir que les effets des changements climatiques, pour ce qu'on sait, sont essentiellement dus aux émissions de gaz à effet de serre. Or, l'agriculture participe également en grande partie à cette émission de gaz à effet de serre. Nous, en faisant les cultures hors sol, c'est pour dire qu'on n'a pas forcément besoin de détruire la forêt pour en faire des cultures. Donc, c'est faire les cultures autrement, avec un abri, avec un espace, que ce soit dans une cour, dans une école, à la maison, un peu partout. On peut faire des cultures hors sol sans forcément détruire l'environnement, sans détruire la forêt pour émettre des gaz à effet de serre. À l'école modeste, les racines du futur s'enfoncent déjà. Ce projet du CCDI montre la voie éducation, innovation et communauté. Dans un monde qui se réchauffe, chaque arbre, chaque plant hors sol est une victoire. La Côte d'Ivoire, une Afrique verte et un monde vert commence ici. De retour sur le plateau de Croissance Verte, Monsieur Gueye, vous venez de regarder ce reportage qui a été réalisé en Côte d'Ivoire, dans une école, en l'occurrence l'établissement modeste de Nantes, bien sûr. En tant qu'ethno-botaniste, quel regard portez-vous sur l'usage d'espèces végétales locales dans les projets scolaires comme celui que nous venons de voir dans le reportage? Cela me donne exactement l'occasion de dire que c'est une éducation environnementale qu'ils sont en train de mettre dans leur école. Alors j'ai vu des arbres qui sont des géants, comme on les appelle les tectonagrandis, c'est les tecs, qu'ils ont plantés en alignement pour protéger exactement les coups de soleil, pour que les enfants puissent avoir
quand même une atmosphère vraiment très, 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 très saine et respirer de l'air pur. Alors, ce que j'ai vu encore avec les légumes qu'ils sont en train de mettre, ils disent qu'ils sont à l'initiation, mais ils semblent vraiment bien réussir, parce que c'est un test effectivement à travers le monde, parce que pour les futuristes, cette façon de faire est exactement ce qu'on appelle l'agriculture du futur. Compte tenu des moments où les sols se font rares, ou sont dégradés, où le climat n'est pas clément aussi souvent, ce qui fait qu'on dit exactement les changements climatiques. Alors, M. Gueye, vous avez également salué l'initiative de ce projet réalisé dans cet établissement-là. Revenons et restons sur ce projet. S'il devait être étendu dans d'autres régions du continent, quels paramètres écologiques faudrait-il prendre en compte justement pour garantir le bon déroulement ou bien la bonne expansion d'une telle initiative? Ce qu'il y a, c'est de faire la formation des formateurs. D'abord, il faut que les gens qui veulent s'y mettre soient exactement dans le bain de comprendre que ces espèces de plantes ont besoin de tels nutriments et autres, et ces nutriments peuvent être bien façonnés, alors d'une manière locale. D'accord. Monsieur Gueye, vous travaillez beaucoup avec l'interaction entre la population et les arbres. C'est également votre métier, les arbres et les plantes en l'occurrence. Comment l'introduction d'une mini-forêt, comme on a vu aujourd'hui dans ce reportage, une mini-forêt scolaire peut-elle influencer la relation enfant et nature? Et ça, c'est ce qu'on appelle une formation des bois d'école. Les bois d'école, ce que cela veut dire, c'est que ce sont les élèves avec les professeurs ou les étudiants ou les formateurs, les instituteurs, les maîtres d'école, alors puissent être en contact direct avec le ministère de l'Environnement du pays, pour pouvoir mettre en pépinière certaines espèces cultivées. Et moi, j'aurais voulu dire quand même qu'on mette l'accent sur les plantes qui sont en voie de disparition. D'abord, pour que les enfants puissent comprendre. Parce qu'il y a des espèces locales qui ont été tellement sacrifiées que le fait de les remettre en poussée, alors va être une œuvre salutaire. Donc, c'est un projet que moi je salue très bien, et qui mérite déjà d'être conduit dans tous les pays d'Afrique, particulièrement les pays du Sahel. Il est vrai que chez nous, au Sénégal, nous avons un centre d'éducation environnementale au niveau de la direction des parcs forestiers de Hann. Exactement. Et là, c'est un projet qui englobe beaucoup d'écoles, même jusqu'à l'université où les étudiants font exactement des tests sur certaines plantes. Et quels peuvent être les risques, M. Gueye, à long terme, si jamais les écoles africaines ne sont pas intégrées dans une forme de dynamique d'éducation environnementale? C'est la déforestation qui va arriver. Si personne ne se met à cette tâche, alors c'est sûr que toutes les espèces de plantes vont disparaître, non seulement par les changements climatiques, mais par l'utilisation abusive de certaines espèces de plantes. Donc il faut que ces gens-là puissent mettre l'accent sur le fait de mettre en branle toute une éducation environnementale et l'éveil des masses. Et aussi parler des plantes utiles d'utilité multiples. Justement, vous parlez, on va rester sur cette phrase de vous, M. Gueye, vous parlez de plantes et d'arbres. On est dans un cadre aussi académique, un cadre scolaire. Quel type d'arbres, selon vous, ou plantes, sont les plus adaptés dans un environnement, supposons un environnement scolaire? En général, moi, je voudrais quand même que ces plantes soient des plantes inermes, d'abord, et des plantes à feuillage persistant. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne faut pas qu'on mette des plantes qui ont des épines qui puissent piquer les enfants. Exactement. Il faut aussi que ces plantes-là puissent avoir le feuillage toute la durée exactement de vie, et c'est-à-dire pendant la floraison
pendant la feuillaison et pendant la fructification. Ces plantes ne doivent pas perdre leurs feuilles pour donner de l'ombre et pour aussi faire exactement la distribution normale d'oxygène pour exactement faire, comme vous l'avez dit déjà, un poumon vert. Voyez donc, c'est très important de mettre ces choses et de mettre des plantes utiles qui pourraient être dans le cadre de l'utilisation, alors une espèce dont l'utilité est vraiment très large. Oui, parce qu'on a vu que les plantes derrière servaient aussi à, on va dire, renforcer la cuisine, hein, en tout cas pour la cantine, pour les élèves. Alors l'un des objectifs du projet, on l'a vu dans le reportage, c'est aussi de lutter contre la déforestation, vous l'avez encore souligné, liée aux pratiques agricoles traditionnelles également. Alors comment concilier tradition agricole et innovation durable dans un contexte communautaire? Vous savez, cela vraiment va faire alors une collaboration d'une très grande possibilité parce que les gens qui se mettent exactement à l'innovation, qui se mettent à la civilisation actuelle, ne doivent pas laisser en branle, en rade, ces populations traditionnelles qui ont maîtrisé la culture de certaines espèces de plantes. Effectivement. Qui sont de leur terroir et qui pourraient entrer dans la production de ces espèces de plantes dans l'école ou dans les espaces libres du village ou de la ville. Parce qu'il faut quand même que ces plantes qu'ils vont utiliser soient, par exemple, des céréales, des légumes, des tubercules et autres plantes, légumes, feuilles ou fleurs. C'est aussi une forme d'invitation, retour aux sources, à la terre en l'occurrence, de dire aux enfants, vous pouvez cultiver ce que vous mangez. Voilà. Oui. Voilà, donc, cultiver ce que l'on mange, c'est ce qu'on appelle en Wolof, beidundé, c'est-à-dire cultiver et prendre des usufruitiers. Être usufruitier, exactement, bon, je vais parler d'un français plus courant pour les populations. Alors, c'est que ceux qui mettent les plantes en culture doivent pouvoir aussi les utiliser et d'une manière très fraîche, sans congélation. Ouais. Vous voyez donc, quand on fait la congélation d'un produit, alors il peut arriver qu'on perde beaucoup de nutriments. Parce qu'il y a des molécules qui sont vraiment détruites par le froid. On va évidemment, M. Gueye, rester sur cette analyse-là. Alors, les élèves, on vous l'avait également souligné, apprennent le cycle de vie des plantes à travers des expériences. On l'a également vu dans le reportage. Pourquoi cette approche sensorielle est-elle essentielle dans un contexte africain où l'agriculture reste un pilier socio-économique? Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de dépendre de ses propres initiatives au lieu d'aller emprunter l'idée des autres qui ne sont pas vraiment d'une manière, comment dirais-je, un peu compliquée, parce que les gens cultivent des plantes dont ils ont connaissance. Ça va d'abord participer au chômage, parce que les élèves, au sortir de l'école, qui ne peuvent pas être enseignants, médecins ou pharmaciens ou même mécaniciens, et qui ont le vœu d'être quand même un ouvrier ou un propriétaire terrien qui veut mettre exactement cette pratique pour tirer les bénéfices de ces cultures. Monsieur Gueye, on va terminer avec cette question parce que nous arrivons au terme de cette émission. Vous êtes ethnobotaniste. Quel est justement le rôle, l'impact aujourd'hui de votre profession dans la sensibilisation de ce rapport nature-homme? Vous savez, il y a plusieurs choses qui sont liées à cela. C'est s'habiller, se nourrir, sentir bon. Alors, encore bien garder les terres, nourrir les populations et encore davantage s'enrichir. Parce que quelqu'un qui connaît bien la culture, ils l'ont mis tout à l'heure, de l'aubergine ou du gombo, ou même de la patate ou de l'igname,
des choses qui sont en train de disparaître de la nourriture ou de l'alimentation africaine. Exactement. À cause des produits nouveaux qui arrivent et qui souvent sont cancérigènes. Ouais. Parce que vous faites de l'emprunt de la nourriture de l'autre, alors que dans ton terroir, tu as plus que ça et qui donne encore beaucoup plus de nutriments qui peuvent lutter contre certaines maladies. Ou même les soigner d'ailleurs. Effectivement. D'où la nécessité aujourd'hui Voilà. de revenir à la terre, de consommer bio, comme on le souligne souvent lors des sensibilisations. Monsieur Gueye, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu Monsieur Bachirou Gueye. Vous êtes ethnobotaniste. Merci d'avoir répondu à l'invitation de médias. Merci, tout le plaisir est pour moi parce que ça permet quand même de faire l'éveil des masses pour que les gens puissent comprendre ce qu'il y a lieu de faire. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir son argent et d'aller au marché. Vous savez, celui qui fait une culture de plantes bio ou semi-bio, qui va récolter ne serait-ce qu'un peu de tomates, qui peut avoir au moins 3 kilos de tomates, qu'on va utiliser à la maison. Alors, si on devrait acheter ces tomates-là qui ne sont pas bien cultivées ou qui sont cultivées et qui sont conservées, stockées de mauvaise manière, vous allez avoir un produit sain et qui est vraiment très digeste. Merci à vous, M. Gueye, pour toutes ces informations. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes.